Rebonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire et de participer. Donc, aujourd'hui, on va parler des BGES. Alors, tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laureline Descurnin, je suis chargée de mission à la mission d'appui santé durable Nouvelle-Aquitaine. Et ce webinaire vous est proposé et organisé par la mission d'appui qui est financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, on va parler des BGES des établissements de santé et on va revenir plus particulièrement sur les résultats et les retours d'expérience de 45 établissements qui auront réalisé leur BGES avec CV Développement via un appel, un marché du GCS Achat en Nouvelle-Aquitaine. Donc tout d'abord, je vais vous faire une courte introduction, vous représenter un petit peu le contexte dans lequel ce marché s'est réalisé, qu'est-ce qu'un BGS, etc. Ensuite, on va voir l'intervention de Véronique Imbert, qui est experte en RSE et décarbonation pour CV Développement, qui a été en charge de ce marché, qui vous présentera un peu plus en détail quels sont les résultats. Et pour le retour d'expérience d'un établissement en particulier, on aura Sylvie Lepalu, qui est chargée de mission énergie santé au CH d'Angoulême et qui nous expliquera comment elle a mis en place le BGS, comment elle l'a organisé pour le GHT de la Charente. Ensuite, je vous ferai une petite conclusion et on aura un bon quart d'heure normalement pour un temps de questions-réponses. Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un BGS? Donc, un BGS, c'est un bilan des émissions de gaz à effet de serre. En gros, pour résumer, c'est on calcule toutes les émissions qui sont liées à l'activité de votre établissement, de structure, organisation sur une année. Ça concerne les émissions directes et indirectes, donc c'est-à-dire à la fois toutes les émissions qui sont réalisées sur le site, qui sont émises sur le site, donc ça peut être par exemple la flotte de vos véhicules, tous les process qui ont en cours sur le lieu de votre établissement, et les énergies qui sont consommées aussi, mais aussi tout ce qui est indirect, c'est-à-dire tout ce qui est amené sur votre lieu d'activité. Donc ça peut être tout ce qui est ce qu'on appelle les intrants, donc tout ce que vous achetez, les médicaments, l'alimentation, etc., tous les services. Et ça concerne aussi tous les déplacements professionnels et les déplacements des personnes, aussi bien les personnes qui viennent se faire soigner que les visiteurs et que les employés qui viennent travailler dans vos structures. Donc voilà, donc je rentre pas plus en détail, c'est le schéma résume assez bien tous les postes et Véronique, je pense, va plus détailler après. En ce qui concerne le réglementaire, juste pour refaire un petit point là-dessus, donc il y a des articles du Code de l'environnement qui qui rendent obligatoire la réalisation et la publication du BGES pour deux types d'établissements. Premier, c'est tout ce qui est le public, donc c'est tous les 3 ans pour le public qui a plus de 250 employés. Et pour tous les établissements privés et les associations, c'est tous les 4 ans. Pour les établissements qui embauchent plus de 500 salariés, c'est 250 en Outre-mer. Donc, quand on réalise un BGS de cette manière, de manière obligatoire ou pas, d'ailleurs, il doit toujours être accompagné d'un plan de transition. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on a fait le bilan, en fait, on doit l'accompagner d'un plan d'action, de toutes les actions qui permettront de décarboner l'activité. Et ce plan doit être aligné sur la stratégie nationale bas carbone. Donc, c'est les engagements nationaux qui nous concernent toutes et tous dans l'obligation de décarboner, de baisser l'empreinte carbone de la France. Ces BGS doivent être ensuite déposés sur la plateforme de l'ADEME, ainsi que les grandes lignes du plan de transition. Et ce qui est important et peu souvent annoncé, c'est qu'en fait, il y a des sanctions si on ne réalise pas son BGS alors qu'il est obligatoire. Donc, ça va jusqu'à 50 000 euros. Et si on est en cas de récidive, c'est jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est des sommes assez conséquentes. En ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, en fait, il y a une volonté forte de l'ARS Nouvelle-Aquitaine d'accélérer la décarbonation des établissements sanitaires de la région. Du coup, l'ARS a créé un marché BGS pour les établissements sanitaires via le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine. C'est un marché qui a été ouvert l'année dernière. Ça concerne toutes les entités juridiques sanitaires, qu'elles soient privées ou publiques, assujetties ou pas, et l'objectif, c'est qu'ils réalisent leur BGS. Suite à cet accompagnement,
Les établissements, ils sont autonomes dans la mise à jour de leur BGS et leur plan de décarbonation chaque année. Et l'idée, c'est de suivre l'évolution au fur et à mesure du temps et voir si les actions qui ont été mises en place dans les établissements permettent effectivement de décarboner. C'est ouvert, donc, comme je l'ai dit, à toutes les entités juridiques sanitaires publiques et privées, assujetties ou pas. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que c'est complètement financé en totalité par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, voilà, via ce marché. Et le prestataire, c'est CV Développement via ACT, qui veut dire Académie pour conduire la transformation écologique en santé. Et je vais passer la main à Véronique pour parler un peu plus. Alors, est-ce que tu récupères? J'arrête le Oui, partage, normalement. c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Allez. Bien, bonjour à toutes et à tous, hein. Tout d'abord, nous voulions remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe de la mission d'appui, hein, grâce à laquelle nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter le bilan initial, hein, ce que nous on appelle le T0, des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2023, hein, des 45 établissements sanitaires engagés dans cette promotion. Donc moi, je suis Véronique Imbert, hein, et je représente le consortium d'entreprises qui a été retenu par le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation des BGS. Notre consortium réunit des experts reconnus, hein, dans le domaine de l'évaluation environnementale et de la transformation écologique en santé. La force de notre regroupement, hein, repose sur la complémentarité de nos compétences, hein, et une expérience de plus de 15 ans dans la réalisation de BGS et de 20 ans dans la réalisation d'analyses de cycle de vie. Venons-en maintenant à un point essentiel, hein. Pourquoi réaliser un BGS, hein? Eh bien, face aux enjeux climatiques majeurs et à l'impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel pour chaque secteur d'évaluer précisément son impact environnemental. Le secteur de la santé, en raison de sa taille et de ses activités spécifiques, hein, doit aussi s'engager dans cette démarche incontournable. Pour mieux cerner l'enjeu, hein, il est essentiel de rappeler que le secteur de la santé contribue de manière significative, hein, aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représentant entre 6 et 10% selon le Shift Project. Cette contribution, hein, souligne l'importance d'un suivi rigoureux de ces émissions. Il devient donc indispensable de réaliser un BGS pour identifier précisément les sources majeures de ces émissions, qu'elles soient liées à la consommation d'énergie, au transport, à la fabrication ou à l'utilisation de dispositifs médicaux. Cette étape, elle est essentielle pour identifier précisément ces sources et pour permettre en fait à une organisation de s'aligner avec les objectifs réglementaires en matière environnementale, tout en contribuant aux objectifs nationaux et internationaux de neutralité carbone à horizon 2050. Au-delà de la conformité, le secteur de la santé, hein, joue un rôle exemplaire en matière de santé publique, hein, intégrant la prévention des risques, hein, liés à la santé et à l'environnement, ainsi que la responsabilité sociétale et la transformation écologique, un enjeu particulièrement attendu par les générations futures de professionnels. Cette démarche, c'est vraiment un levier pour accroître l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts liés à l'énergie et aux matériaux et renforcer l'engagement des équipes autour d'un projet commun. Et donc le BGS, il devient un véritable outil stratégique de gouvernance environnementale, ce qui ouvre la voie à une approche territoriale innovante et de grande ampleur. La démarche que nous avons menée, hein, depuis ces derniers mois, hein, c'est une démarche qui est unique. Elle est pionnière en France et en Europe, hein, sans équivalent. Parce qu'elle intègre une approche territoriale locale qui va être vraiment adaptée aux spécificités et aux besoins de la région. Ça permet d'avoir des actions plus ciblées et efficaces.
C'est aussi une démarche innovante, hein, et l'innovation, elle réside dans la mobilisation collaborative des acteurs publics et privés assujettis ou non à la réglementation, hein, pour co-construire ensemble des solutions adaptées, combinant expertise technique, données précises et financements régionaux. C'est une démarche aussi qui est exemplaire parce qu'elle montre un engagement qui est fort, concret en matière de lutte contre le changement climatique, au-delà des obligations réglementaires, et puis illustré avec un leadership régional porté par le directeur général de l'ARS. Et puis enfin, c'est une démarche qui est financée, hein, comme l'a dit Laureline, par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça va permettre de créer un levier puissant, catalysant des projets à grande échelle pour accélérer la décarbonation des secteurs, que ce soit la santé et derrière, ça peut être aussi l'énergie, le transport. Alors, comment a été déployée cette démarche, hein? Eh bien, pour réaliser cet état des lieux, la Nouvelle-Aquitaine, elle a été divisée en 5 grands territoires de santé, hein, que sont Agen, Bordeaux, Dax, Limoges et Poitiers. Les 45 établissements engagés dans cette première promotion représentent au total 28 873 lits et places, dont soit 67% des lits et places des établissements sanitaires de la région, répartis sur une surface de plus de 3 millions de mètres carrés. Et la moitié de ces établissements disposent d'un ou plusieurs blocs opératoires. Au cours de l'année 2023, ce sont 5,6 millions de journées d'hospitalisation qui ont été enregistrées, avec près de 75 747 agents mobilisés pour assurer le bon fonctionnement. Ces 45 établissements, hein, ont nommé un ou plusieurs référents climat qui ont suivi un parcours de formation, hein, débuté en mars et achevé en juin. Ces formations, elles leur ont permis d'acquérir des compétences nécessaires pour comprendre les enjeux liés à la santé et au climat, maîtriser la méthodologie du bilan carbone, être capable de collecter des données de manière autonome, hein, et d'élaborer leur propre feuille de route de décarbonation. Pour réaliser cet état des lieux, hein, une plateforme de comptabilité a été déployée. Notre plateforme, eh bien, elle se distingue par sa conformité, hein, rigoureuse au cadre réglementaire et méthodologique actuel. Elle offre une mesure, un pilotage et une réduction de l'empreinte carbone fiable et accessible, hein, en s'appuyant sur les standards les plus exigeants. Bien plus qu'un simple état des lieux, le BGES constitue un levier stratégique pour accompagner la transformation écologique, et il va s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de la performance environnementale. Dans cette optique, notre plateforme intègre le label santé bas carbone, hein, spécifiquement conçu pour soutenir les établissements de santé dans leur transition. Ce label, il se décline en 3 niveaux, hein, engagé, avancé et exemplaire, permettant de valoriser chaque étape du parcours de décarbonation. Alors, la méthode de calcul, comme l'a dit Laureline, hein, elle est simple. Les référents vont saisir des données d'activité, hein, comme la consommation d'énergie. Ensuite, la plateforme va aller appliquer un facteur d'émission qui provient de bases de données reconnues, hein, comme base empreinte, et ça va convertir ces données en émissions exprimées en tonnes équivalent CO2 ou kilos équivalent CO2. La plateforme, elle va générer ensuite le BGES réglementaire, hein, qui répartit les émissions en 6 grandes catégories et par poste, ainsi que le bilan carbone détaillé, hein, qui décompose les émissions en postes et sous-postes plus précis. Les données d'activité, elles couvrent l'ensemble des opérations des établissements, hein, aussi bien en amont qu'en aval. On va inclure les achats de médicaments, de dispositifs médicaux, de denrées alimentaires, les prestations de services comme les banques, les assurances. On va aussi intégrer tout ce qui est lié aux immobilisations, du patrimoine mobilier, immobilier, informatique. Sont pris en compte également tout ce qui va être livraison, déplacement des agents, des usagers, des visiteurs, le fonctionnement global de l'établissement,
avec la consommation d'énergie. Et après, toute la partie aval, hein, comme les déchets, les emballages des produits alimentaires, de la blanchisserie et les prescriptions vers les officines de ville. Et on voit que ce périmètre couvre à peu près, on est proche, très proche de 100% des activités, offrant un panorama complet des émissions générées. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre 2023 s'élèvent à, tatam, je le fais comme la semaine dernière, tatam, les 45 établissements que nous avons étudiés représentent une empreinte carbone de près de 800, j'allais dire 880 000, mais si on veut être très précis, c'est 879 647 tonnes équivalent. Hein. Alors, ça ne parle pas à tout le monde. Eh bien, c'est l'équivalent de 88 853 Français, de 418 880 allers-retours Paris-New York en avion. C'est aussi l'équivalent de plus de 121 millions de repas avec du bœuf ou de presque 1,8 milliard de repas végétariens. Les postes qui sont ressortis hein, comme étant les plus significatifs, les plus émetteurs, hein, ce sont les médicaments et les dispositifs médicaux, hein, avec 41% des émissions, suivis par les déplacements des agents dans leur trajet domicile-travail, leur trajet professionnel, mais aussi les déplacements des usagers et des visiteurs. Hein, et ce poste représente 18% des émissions. Et ensuite arrive l'énergie, hein, que ce soit la consommation de gaz, d'électricité, de fuel, elle représente 10% des émissions. Et on retrouve un petit peu les ordres de grandeur du Shift Project. Alors, et demain, hein, actuellement, les établissements élaborent leur feuille de route de décarbonation. Ils sont tous en train de l'élaborer. Ils sont en train de collecter les données 2024. Une deuxième promotion arrive fin novembre et une troisième au premier trimestre 2026. Et puis, ces 45 établissements sont accompagnés hein, grâce au partenariat avec la mission d'appui santé durable de Nouvelle-Aquitaine, hein, qui vont apporter leur aide dans la réduction de leur empreinte carbone. Voilà. Je pense que j'ai tenu leur ligne mon temps. Très bien, merci beaucoup Véronique. J'ai vu qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat, on les posera à la fin. Sylvie, est-ce que tu peux prendre la suite? Oui. Oui, bonjour à Merci. toutes et à tous. Oui, un instant, je partage mon écran. Hop. Vous allez pouvoir me dire si c'est bien visible. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je me présente Sylvie Lepalu, chargée de mission énergie santé au GHT de la Charente, hein, pas seulement au centre hospitalier d'Angoulême, au GHT de la Charente. Et donc, je remercie la mission d'appui de la DSNA de me permettre de témoigner au nom du GHT de la Charente sur la réalisation des bilans carbone de l'ensemble des établissements voilà, de ce GHT. Alors, peut-être pour commencer, le GHT, je vais vous présenter donc le GHT de la Charente. Avec ces images, je peux commencer du haut et de la gauche vers la droite. Donc, le GHT de la Charente, ce sont les hôpitaux du Sud-Charente, le centre hospitalier d'Angoulême, le CH de La Rochefoucauld, le CH de Ruffec, les hôpitaux de Grand Cognac, le centre hospitalier de Confolens et enfin notre établissement de santé mentale, le centre hospitalier Camille Claudel. Donc, ma présentation, on va d'abord commencer par quelques chiffres clés sur le GHT de la Charente. Ensuite, je vous expliquerai que ce qui a permis la réussite de la réalisation de ces bilans carbone, c'est une méthodologie, mais également des facteurs clés de réussite. Je vous expliquerai comment nous nous sommes organisés au GHT. Je vous parlerai de notre méthodologie à la fois donc au sein du centre hospitalier d'Angoulême, mais aussi plus généralement au sein du GHT. Enfin, je vous parlerai de nos réussites et de nos difficultés. Et puis, je vous montrerai qu'il y a beaucoup de co-bénéfices à la réalisation d'un bilan carbone. Et enfin, avec une slide synthétique, je vous donnerai les résultats du GHT de la Charente.
Alors là, vous avez maintenant donc la répartition de nos établissements donc publics sur cette carte. Donc bien sûr, au centre, le centre hospitalier d'Angoulême avec 1132 lits et places. Ensuite, les établissements qui font partie de la direction commune, donc avec au nord du département le centre hospitalier de Ruffec, donc si je puis dire le plus petit établissement du GHT, avec 130 lits, mais aussi des lits d'EHPAD. Enfin, toujours dans la direction commune, à l'est d'Angoulême, le centre hospitalier de La Rochefoucauld, le centre hospitalier de Confolens au nord à l'ouest. Ensuite, les établissements qui font partie du GHT, donc tout proche du centre hospitalier d'Angoulême, le centre hospitalier de Camille Claudel, avec un patrimoine qui s'étend sur une surface planchée de 56 210 mètres carrés. Et enfin, au sud du département, les hôpitaux du Sud-Charente, avec 422 lits et places. Et puis, à l'ouest, les hôpitaux du Grand Cognac, avec donc 35 487 mètres carrés et 575 lits, pour vous donner un peu voilà, une idée de la taille de ces établissements. Donc, avec du sanitaire et puis sur quasiment tous les établissements, des lits d'EHPAD, des femmes, des masses. Nos facteurs clés de réussite. Alors, ce n'est pas simplement une méthodologie qui nous a permis de réaliser ces bilans en carbone à temps, c'est également des facteurs favorisants. Au GHT de la Charente, il existe une démarche de développement durable qui, depuis 2016 et qui est institutionnalisée. Un poste de chargé de développement durable à temps plein existe depuis 2011. Il existe aussi des référents développement durable dans chacun des établissements du GHT de la Charente. Le poste de chargé de mission énergie santé, lui, existe depuis 2024. Et puis, des premiers bilans carbone ont été réalisés dès 2018 au GHT. En ce qui concerne bien mon poste, donc j'étais la référente climat au centre hospitalier d'Angoulême et je pilotais la réalisation des bilans carbone au GHT. Je bénéficie, avant cette réalisation de bilan carbone, je disposais d'une expérience en gestion de projets multisites. Je suis diplômée également d'un master en développement durable et RSE. Et puis enfin, je n'ai pas été effrayée par le jargon du bilan carbone puisque j'avais été formée à la méthode bilan carbone niveau 1 en 2001-2022. Mais nous avons aussi bénéficié d'un accompagnement par CV Développement et ça a favorisé aussi notre réussite. Comme l'a dit, mais je vais passer rapidement, comme l'a dit Véronique, nous avons bénéficié de 2 sessions de formation pour les référents climat qui ont pu se déplacer. Nous avons également bénéficié des conseils et de l'expertise de formateurs experts. Et puis, nous avons également bénéficié d'outils de collecte, à la fois un template de données, c'est-à-dire un fichier Excel, mais aussi, bien sûr, la plateforme Algonema. Et puis, et je la remercie, une assistante permanente pendant toute la durée de la collecte de données. Je dois dire qu'à chaque fois que j'avais une question, la réponse ne tardait vraiment pas. Voici maintenant comment nous nous sommes organisés donc au GHT de la Charente. Nous n'avons pas pu répondre à la demande initiale qui était de 2 référents climat par établissement. Et idéalement une personne DRH ou bien des achats. Nous nous sommes tout simplement appuyés sur le réseau de référents développement durable qui existait déjà initialement au GHT de la Charente. Donc, ces référents développement durable, pour la plupart, avaient déjà réalisé les bilans carbone précédents, c'est-à-dire les bilans carbone seulement avec le scope 1, c'est vrai. Et ensuite, eh bien, chaque établissement s'est organisé comme il le souhaitait. Par exemple, à La Rochefoucauld, le responsable des services techniques, le référent développement durable savait qu'il y avait un gros travail au niveau des RH et a simplement décidé de créer un binôme avec la responsable, la DRH, ou bien en Sud-Charente, voilà, il y a un binôme qui a été créé tout simplement pour être sûr de pouvoir absorber toute cette charge de travail. Donc 9 référents climat au GHT et moi qui pilotais la réalisation de ces bilans carbone. Alors, je vous parlais de méthodologie. Et oui, donc il y avait des facteurs clés de réussite, mais également une méthodologie.
En gestion de projet, il y a toujours un planning. Nous nous sommes du coup attelés à respecter le planning donc fixé par CV Développement. Donc, pour faire court, voilà, la durée de la collecte était de 3 mois. Elle a démarré fin mars et elle s'est terminée fin juin. Je ne vais pas rentrer dans le détail voilà, de ces différents points, mais juste pour vous dire qu'on a quand même bénéficié entre les 2 jours de formation de points d'avancement en visio qui nous ont permis de poser toutes les questions à notre formateur, etc. Et donc, c'était c'était un bon soutien pour nous. Alors, au centre hospitalier d'Angoulême, voilà. Alors, avant de préparer ce webinaire, je me suis posée, avec le recul, voilà, les étapes qui m'ont paru incontournables pour garantir la réussite d'un bilan carbone. Alors, en tout premier lieu, ce qui est très important, c'est bien sûr de s'assurer du portage du projet par la gouvernance. Et là, voilà, je peux vous donner des exemples. Ça s'est passé sur l'ensemble des établissements, mais par exemple à Angoulême, le bilan carbone a été présenté en CODIR de la direction commune. Un autre directeur a présenté ce travail à ses cadres lors d'une réunion. On a eu beaucoup de chance. Voilà, il y a eu beaucoup de communication. Ensuite, la deuxième étape qui est importante, c'est d'identifier les services, les personnes ressources dans l'établissement. Donc là, moi, j'ai pu. Alors, il faut avoir quand même. Moi, j'ai eu l'aide, le soutien d'un directeur et aussi d'une collègue qui avait de l'ancienneté. Voilà, quand on est, je peux vous donner cet exemple. Si vous pensez, comment dire, confier ce travail, par exemple, à voilà ou un stagiaire, il faut de toute façon prendre le temps d'indiquer quelle personne dispose de quelles données. Ensuite, eh bien, j'ai lancé la collecte par mail avec conviction. Si le pilote, si la référente climat dans un établissement ne croit pas à cette collecte, ça ne va pas marcher. Comme l'a dit Véronique précédemment, comme ça l'a été rappelé, c'est une obligation réglementaire. Et puis, en réalisant notre bilan carbone, voilà, on s'est inscrit dans les objectifs de décarbonation de l'ARS. Et bien sûr, ne pas oublier de mentionner une deadline, une date limite. Nous avons pris le temps également de communiquer sur le lancement du bilan carbone auprès du personnel dans l'intranet, dans la newsletter. Le poste de référente climat au centre hospitalier d'Angoulême m'a permis d'être vraiment le point d'entrée entre les personnes ressources et CV développement. On a gagné en temps et en efficacité. Ne pas négliger le temps de relance. Moi, en prenant le temps de relancer les personnes ressources, j'ai récupéré quelques données supplémentaires, donc c'est important. Et puis, bien sûr, il ne faut pas se cacher quand des personnes ressources rencontraient des difficultés pour trouver les données mais il faut passer du temps avec elles. Voilà. Lorsque la collecte pose problème, il faut prendre le temps. En ce qui concerne le pilotage et la coordination au niveau du GHT de Charente, je vous en ai déjà parlé. Il a d'abord fallu identifier les référents climat. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Il a fallu vraiment, quand il y avait besoin d'un binôme, il ne fallait pas hésiter, voilà, à en créer un. Là encore, je servais de point d'entrée entre le GHT de la Charente et CV Développement. On a pu ainsi rapidement lever les freins techniques et informatiques, là encore gagner en temps et en efficacité. Et puis moi, en étant régulièrement en contact avec CV Développement et puis les référents climat sur les établissements, je savais tout de suite s'il y avait besoin de soutien. J'avais vraiment une visibilité sur les difficultés qui pouvaient être rencontrées. Bien sûr, ce qui est important lors de ce pilotage, c'est d'impulser une dynamique de groupe positive. J'ai pu envoyer des mails réguliers et puis encourager, dédramatiser. On entendait souvent dire qu'un bilan carbone avec 3 scopes, c'était beaucoup de travail, c'est vrai. Donc, il y avait aussi un travail de dédramatisation. Il fallait donner confiance. Les mails que j'envoyais, grâce à ces mails, j'ai pu découper. Si vous voulez, nous avions 3 mois pour réaliser cette collecte de données.
mais ensuite, avec seulement 2 jalons, j'ai simplement aidé à trouver des objectifs à court terme, quelles données collecter en priorité, quelles données étaient prioritaires et sur quelles données il ne fallait absolument pas faire, enfin, il ne fallait pas manquer, il ne fallait pas laisser passer. Par exemple, si vous n'avez pas les données sur les médicaments, c'est vraiment très dommageable. Donc vraiment, conseiller les référents climat dans tous ces domaines. Je vous en ai déjà parlé, le fait de piloter les bilans carbone à l'échelle du GHT, ça permettait de partager tout de suite les informations avec l'ensemble des référents. Donc, le niveau d'information était vraiment le même dans tous les établissements. On a pu aussi mutualiser les travaux et les informations. Un exemple, cartographie des flux, c'était quelque chose de plutôt nouveau pour les établissements. Voilà, je l'ai créé pour Angoulême et ensuite, voilà, je l'ai communiqué aux autres établissements. Ensuite, Charente, voilà, un référent avait créé un fichier pour calculer les trajets domicile-travail. Il l'a voilà, ensuite transmis. Voilà, c'était ça aussi les avantages. Et enfin, j'ai marqué, oui, je vous ai écrit, adapter l'exigence du rendu à l'établissement à son contexte. Je restais assez compréhensive face à des référents climat qui parfois étaient vraiment occupés par beaucoup de dossiers. Et à ce moment-là, voilà, on pouvait s'arrêter peut-être à des données monétaires. Enfin, voilà, il ne fallait pas avoir la même exigence en fonction de, voilà, dans tous les établissements. Voilà, penser global, agir local, c'est ce que je vous ai mis. J'ai vraiment essayé d'être compréhensible et d'appliquer cela. Les réussites et les difficultés et co-bénéfices du projet. Alors, les réussites, bah, tout d'abord, nous avons pu publier les bilans GES de tous les établissements du GHT avant le 31 juillet 2025. Nous avons obtenu donc ce fameux T0 sur l'année 2023. Et cette fois, voilà, il comprenait bien les 6 catégories d'émissions. En réalisant le bilan carbone, nous avons obtenu un levier d'action concret pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça aide dans la rédaction d'une feuille de route RSE, d'un projet d'établissement. Les difficultés, je ne les cache pas. Ça a été lorsqu'il a fallu calculer les trajets domicile-travail, les trajets des patients, des visiteurs. Donc là, c'était très chronophage et il nous a manqué un outil prêt à l'emploi. Et puis, malgré l'envie, je me souviens de la remarque d'un référent climat du GHT qui m'a dit, oh, il faudrait qu'on harmonise nos méthodes de calcul. On a eu l'envie, mais nous n'avons pas eu le temps, en fait. Donc, c'est un petit bémol. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les co-bénéfices de ce projet sont nombreux. Moi, je le sens encore tous les jours. Il y a vraiment une prise de conscience grandissante voilà, du sujet carbone dans nos établissements. J'ai encore en tête une personne, une collègue à la DRH qui, lors de ce fameux, de la transmission du fichier RH pour calculer les trajets domicile-travail, qui m'a dit, oh mais lors de la prochaine collecte, on fera comme ça, il faut qu'on s'améliore vraiment. Il y a cette envie d'améliorer la comptabilité carbone. J'en ai déjà parlé, mais réaliser un bilan carbone, ça permet ensuite de prioriser nos actions en ce qui concerne la transformation écologique en santé. Et puis tout simplement, comme tout projet transversal, la réalisation d'un bilan carbone, ça permet une meilleure connaissance du fonctionnement de nos établissements. Ça nous a permis d'identifier les personnes ressources en ce qui concerne la comptabilité carbone. Et puis, oui, ce bilan carbone a permis aussi à confirmer les avantages de mener un projet à l'échelle d'un GHT. Et puis, aussi, il faut le dire, tous les référents climat sont montés en compétences en matière de comptabilité carbone. Et je vais bientôt terminer. Alors, du coup, malgré... alors j'ai un souci. Est-ce que Laureline, tu vois, on a ce même souci que tout à l'heure. Est-ce que tu veux reprendre la main pour qu'on puisse... Je suis désolée, pardon, je ne sais pas d'où ça Je vient. vais reprendre la main.
Allez, j'arrête le partage. Merci. Merci de votre compréhension un instant. Je vais juste vous partager les résultats. Je ne sais pas pourquoi. Alors, hop. On a tout prévu. Ça devrait. Alors, normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran. Un écran noir. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. Et voilà, donc les résultats des BGS, voilà, où j'ai acheté de la Charente. Donc en 2023, l'ensemble de nos établissements ont émis 56 927 tonnes d'équivalent CO2. Vous voyez que la part des émissions voilà, du CH d'Angoulême s'élève à 52%, voilà, avec 4% pour le centre hospitalier de Ruffec. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces résultats. Vous avez également à droite bien le détail. D'abord pour la direction commune du centre hospitalier d'Angoulême, puis ensuite pour les établissements du GHT de la Charente. Bon, je n'ai pas rajouté plus de choses. Il faut prendre aussi avec précaution ces premiers résultats en améliorant la comptabilité carbone. Ça changera voilà, un peu, je pense, les résultats lors de la collecte 2024. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, je vais juste conclure avant de passer aux questions. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Alors, en Parfait. conclusion... Comment? Parfait. C'est bon? Ah, super. Donc, du coup, en conclusion, ce qu'on peut garder en tête, c'est que ces établissements-là, ces 45 établissements, ont réalisé leur T0, comme le disaient Sylvie et Véronique, pour leurs émissions de carbone. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à baisser ces émissions de 5% par an jusqu'en 2050 pour tenir les objectifs nationaux. Et en fait, grâce au bilan carbone, on peut identifier les gros postes et par exemple pouvoir cibler les actions à mettre en place en priorité. Donc, pour résumer, en fait, réaliser un BGS pour son établissement, c'est d'un point de vue opérationnel, c'est comme on n'arrête pas de le dire depuis le début, donc c'est mesurer les émissions des gaz à effet de serre au niveau de son établissement, identifier les gros postes d'émissions de manière objective, donc ça c'est très important, en fait, ça permet de rationaliser aussi et de pouvoir de prioriser derrière les ressources à affecter sur les différentes thématiques. Indirectement, ça permet de réduire certains coûts de poste aussi, par exemple, parce qu'on va améliorer les performances énergétiques de ces installations, on peut optimiser les déplacements, les livraisons, on peut maîtriser les achats, on peut réduire la consommation des médicaments et des DM et réduire les déchets. Donc là, c'est quelques exemples, mais grosso modo, c'est quand même un levier pour réduire les coûts. Ce qui peut permettre aussi derrière de pouvoir réinvestir dans des solutions plus durables derrière. Et aussi, ça permet de mesurer, quantifier les efforts entrepris par les équipes. Donc, ça permet vraiment de valoriser ce qui est déjà réalisé et de vérifier si les mesures qu'on met en place dans les services, concrètement, ça permet de baisser les gaz à effet de serre. Mais en fait, c'est aussi un BGS au niveau opérationnel dans l'établissement. Ce que ça veut dire aussi, c'est s'organiser en mode projet. Donc ça, Sylvie l'a très bien montré. Donc je vais pas aller plus détaillé. Il y a aussi la grande importance de structurer la collecte des données, identifier les bons interlocuteurs. Pareil, Sylvie l'a beaucoup illustré. Ce que ça change aussi, ça peut changer des paradigmes. Par exemple, ça peut permettre aux professionnels de santé, aux toutes les parties prenantes de réfléchir sur des changements de pratiques au quotidien, de prendre un peu de recul sur ce qu'on a l'habitude de faire, de re-questionner voilà, les habitudes. Et ça demande aussi de faire preuve de créativité à différents niveaux. Ce qu'on a vu aussi beaucoup avec l'exemple du du GHT de Charente, ça permet aussi de décloisonner les activités au sein de l'établissement, les parties prenantes, de vraiment faire que les services, les personnes entre les services se parlent plus et connaissent plus un peu les activités.
Je voudrais aussi juste insister sur le fait de développer un esprit critique sur les valeurs des émissions de gaz à effet de serre. On en a un petit peu parlé, mais en fait, quand on commence à suivre ces émissions, en fait, d'une année sur l'autre, les émissions peuvent changer. Elles peuvent augmenter ou baisser. Et ce qui est important, c'est de garder un esprit critique de pourquoi elles changent. Pas regarder la valeur absolue, mais chercher le pourquoi. Et entre autres, par exemple, les valeurs peuvent changer parce qu'on a une modification du volume d'activité, on ouvre ou on ferme un service. On peut aussi travailler sur la fiabilisation des données de collecte. Donc, par exemple, si sur un poste, on était en monétaire parce qu'on n'avait pas le temps de faire autrement, si on passe en unitaire, dans ce cas-là, on peut baisser les émissions alors qu'on n'a pas vraiment fait d'autres démarches. Donc voilà, c'est un peu garder à l'esprit toutes ces variations et se dire que ces valeurs qu'on obtient, c'est vraiment des boussoles et voilà, ne pas perdre son esprit critique. Et d'ailleurs, si vous avez réalisé votre bilan carbone dans votre établissement ou que vous avez mis en place des pratiques durables, en fait, vous pouvez nous les faire remonter à la mission d'appui. Et nous, on rédigera des fiches ou des témoignages avec vous et on pourra partager ces bonnes pratiques auprès de tout le monde. Donc, n'hésitez pas si voilà, vous voulez nous faire remonter certaines pratiques que vous avez mis en place, un retour d'expérience. Si on prend un peu plus de hauteur et on regarde d'un point de vue stratégique, en fait, le bilan carbone, ça permet vraiment au niveau d'un établissement de sensibiliser, mobiliser les professionnels et les parties prenantes sur tous les sujets de développement durable, en fait. Ça permet aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois, de respecter la réglementation, que ce soit au niveau de l'établissement, mais aussi au niveau des engagements nationaux qu'on a pris. Ça permet aussi de contribuer à la pérennisation de l'activité de l'établissement et au secteur de la santé. Voilà, et de s'inscrire, là on le voit bien, il y a une vraie dynamique régionale et sectorielle en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de chance. Donc là, il y a un vrai mouvement, donc on peut s'inscrire dans cette dynamique avec un fort soutien de l'ARS. Et ensuite, ça permet de préparer l'établissement aux enjeux climatiques futurs. Donc là, si on regarde un peu plus. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le BGS, c'est un outil stratégique pour la prise de décision et surtout la priorisation des ressources allouées à la décarbonation d'un établissement. Maintenant, si vous voulez décarboner votre établissement, il y a deux solutions qu'on peut vous proposer. Le premier, c'est d'intégrer le marché GCSH à Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour rappel, les établissements éligibles, c'est toutes les entités juridiques sanitaires, publiques et privées, assujetties ou pas, et quelle que soit votre taille. Vous pouvez demander à intégrer ce marché. La seule condition préalable, c'est d'être adhérent ou adhérer au GSSHA Nouvelle-Aquitaine. Et ça vous coûtera rien parce que c'est complètement financé par l'ARS. Donc, si vous souhaitez intégrer ce marché, vous pouvez soit adresser un mail à Véronique Imbert, soit à Vincent Martinez. Alors, je pense que Colline l'a dit, mais dans le chat, ces slides vous seront envoyés. Donc, en fait, vous aurez aussi accès aux mails et aux liens. Ensuite, en deuxième temps, c'est si, en fait, vous voulez décarboner votre établissement, mais vous n'êtes pas éligible au marché. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez contacter la mission d'appui. Donc, on est là en soutien et on peut vous aider sur certains points à développer ou des petits outils ou aider à la quantification GES pour certaines parties. Mais ça ne sera pas un bilan de gaz à effet de serre complet. Donc ça, nous, on ne sera pas en charge, mais on pourra vous proposer des bonnes pratiques, vous donner des contacts, vous aider à estimer certaines choses. Donc voilà, on est là en support pour tous ces coups de main. Et c'est pareil, ça coûte rien parce que c'est financé par l'ARS. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter à mission.appui@adsna.fr. Et vous pouvez retrouver beaucoup de ressources sur notre site internet, donc agir-durablement-santé.fr. Et à présent, on va passer à la session des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà pour Véronique. Alors, Véronique, comment avez-vous mesuré l'empreinte des médicaments? C'est de Henri Debray. Et une autre question d'Amandine Bess. Jusqu'à quelle date peut-on bénéficier de la prestation de CV développement? Donc, deux questions. Merci. Alors, comment on a mesuré l'empreinte carbone des médicaments? Les établissements avaient la possibilité de les comptabiliser soit en euros, soit en unitaire.
en fait, ce qu'expliquait Sylvie. S'ils n'arrivaient pas à faire d'extraction de leur quantité en UCD et les transformer, eh bien, ils passaient sur le facteur d'émission monétaire. Voilà. Et quand s'arrête le marché, c'est 2026, 2027. Et une autre question du coup pour le marché aussi, est-ce que l'accompagnement est ouvert aux établissements privés et est-ce qu'il est possible d'être accompagné lorsqu'il ne s'agit pas du premier bilan carbone de Ingrid Lott? Oui, tout à fait. Donc oui aux deux questions. Oui, Donc il est oui, ouvert. Oui, l'accompagnement est ouvert aux établissements privés et c'est possible d'être accompagné même si vous avez déjà réalisé le bilan carbone. oui, tout à fait. Vous pouvez être accompagné et on vous dira même bienvenue dans cette belle aventure, hein, et que vous vous joignez tous à cette très belle démarche de décarbonation. Merci. Et du coup, j'ai une autre question maintenant pour Sylvie. C'est de Henri Debray. Quel est le temps cumulé estimé, tous services confondus, pour collecter les données? Elle n'est pas facile, je vais dire. Précisément, je ne peux pas vous dire. La charge de travail pour les référents climat est bien sûr été la plus importante puisqu'il fallait ensuite collecter, quand même analyser, faire attention qu'il n'y ait pas de double compte, etc. En période de lancement, je pense que ça pouvait nous, nous occuper pendant tous les jours pendant bien une semaine, en période de fin de collecte également. Mais là, je fais appel simplement, moi, je parle de mon expérience, difficile à dire. Ensuite, des services avaient juste à faire une extraction. Ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste prendre le temps de le faire, des extractions. Si d'autres collègues remplissaient, je sais que par exemple le fichier immobilisation a pu être rempli par des collègues à la finance dans certains établissements. Bon, voilà, ça peut prendre, quelques heures. Non, c'est franchement, elle est pas facile. Je voudrais vous répondre plus précisément, mais c'est pas facile, franchement. Parce que, voilà, je suis désolée, je botte en touche. Je peux. Merci Sylvie. Et là, j'ai une question pour vous deux, je pense, de Geneviève Delacour. En le rapportant au nombre de lits, quel est le pourcentage pour chaque établissement? Je suppose que c'est des émissions carbone, à mon avis, des émissions GES, si je comprends bien. Alors, Madame Lacour, on va vous inviter en 2026 à la présentation des résultats des BGS 2023 et 2024. Hein. Et là, on aura tous les indicateurs. On peut vous donner, hein, on est à peu près à 20 tonnes par lit et place. Mais on vous attend en 2026. Et j'en ai vu une autre. Quel est le taux d'incertitude du bilan lié à la méthode et aux données de Reynald Beylad? Le taux d'incertitude, on ne peut pas le faire sur la démarche. Il est fait par BGS. Et donc, chaque établissement a un taux d'incertitude qui est calculé suivant si on utilise des ratios monétaires ou unitaires, hein, puisque chaque facteur d'émission possède son propre taux d'incertitude. Et puis, on a aussi un taux d'incertitude qui est affecté à la donnée. Est-ce que c'est une donnée qui est issue d'une facture d'électricité ou est-ce que c'est une donnée qui est issue d'un ratio national? Mais chaque bilan, donc, chaque établissement a son taux d'incertitude. Et je vais rebondir du coup sur la question de Madame Delacour. La proportion de données monétaires, oui, on l'a, pareil, pour chaque BGS. Et ça, c'est une note qui est intégrée au label Santé bas carbone, par exemple, pour améliorer la comptabilité carbone. Donc, du coup, concrètement, on a une meilleure note plus on passe par des unitaires par rapport à du monétaire. Exactement. C'est vraiment l'enjeu de demain pour la précision.
même si notre objectif en bilan carbone, et tu l'as très bien dit, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Mais fiabiliser sa donnée avec de l'unitaire, c'est quand même mieux. Il y a deux questions pour l'ARS. Si Oui. Claire, tu peux répondre. Donc, une première question, quels sont les indicateurs de réussite que l'ARS ADSNA souhaite suivre via cette démarche régionale? Et, euh, et il y avait une autre question, c'est savez-vous s'il est prévu un tel projet financé par l'ARS dans l'avenir dans le secteur du médico-social? Ok, d'accord. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui concerne le sanitaire, il y a dans la région 206 entités juridiques sanitaires. Je parle des entités juridiques parce que c'est elles qui sont visées par la réglementation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, des BGS. Donc, on s'était fixé pour objectif d'aller chercher ces entités juridiques, qu'elles soient assujetties ou non. Je rappelle, je ne sais pas si ça avait été dit, qu'il y a 74 entités juridiques qui sont assujetties à la réglementation. Donc, celle-ci était évidemment prioritaire. Mais l'idée du directeur général de l'ARS, c'est d'inciter les 206, qu'elles soient assujetties ou non, à rejoindre le dispositif. Donc j'allais dire que l'indicateur de réussite, ce serait que toutes les entités rejoignent le dispositif puisqu'il est financé par l'ARS. J'en profite pour vous dire aussi que prochainement, il y aura une communication assez large sur les résultats de cette première vague et que l'idée, c'est de continuer à valoriser, à communiquer les résultats dans l'objectif de faire savoir que cette démarche existe, évidemment, mais aussi dans un objectif de pouvoir objectiver les efforts qu'on doit tous porter de façon collective sur la décarbonation. Et sur le médico-social, en revanche, la situation est un peu plus différente. On a plus de 600 entités juridiques médico-sociales, donc beaucoup plus de structures, plus réparties et plus petites, beaucoup plus petites. Pour vous donner une idée, il y en a que 24 ou 25 qui sont assujettis à la réglementation des BGS. L'idée étant du coup pour ces structures-là d'aller peut-être faire un peu différemment, pas forcément directement des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui sont quand même une démarche assez lourde. Pour des petites structures, ça questionne. Néanmoins, on sait, et ça c'est les données du Shift Projet sur l'autonomie, qu'on a des poids importants autour des transports, de l'alimentation. Et l'idée c'est que pour le coup, dans un premier temps, la mission d'appui vienne apporter, ce que Laureline a dit tout à l'heure, vienne apporter des outils ou aide les établissements médico-sociaux qui souhaiteraient progresser dans la décarbonation, bah, d'essayer aussi d'objectiver peut-être sur des postes d'émission principaux. Voilà, voilà les réponses. J'espère assez claires. Sinon, n'hésitez pas à me Oui. dire que je puisse préciser des points. Merci beaucoup. Et il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est possible de connaître les 45 établissements qui ont réalisé les Donc, c'est BGS? des entités, encore une fois, donc c'est plus Entité. d'établissements que 45 entités, puisque c'est bien l'entité juridique. J'ai pas. Alors, les entités, bien sûr, on les a, oui, bien sûr, elles seront de toute façon, dans la mesure où on va communiquer, sues très prochainement par le plus grand nombre. Après, bien sûr, au cas par cas, on peut les faire passer. En l'occurrence, à mes collègues, il n'y a aucun souci pour on diffuse cette liste des 45 entités juridiques qui ont participé à cette première vague. Et j'insiste, public-privé, donc n'hésitez pas. La question de l'adhésion au GCS est, j'allais dire, presque une non-question parce que le coût est dérisoire. Il y a des privés qui ont rejoint le dispositif depuis. N'hésitez pas, ça n'est pas un frein à l'entrée au marché, bien au contraire. Et je pense que plus il y aura de monde, plus ça va aussi faciliter la mutualisation. Vous l'avez compris, l'idée dans cette démarche, c'est aussi de travailler collectivement. C'est la grosse force du dispositif que propose CV Développement, c'est d'avoir des groupes, des grappes d'entités qui vont pouvoir aussi travailler ensemble pour être un peu plus euh, performants sur la décarbonation. Donc en échangeant les pratiques, en essayant de les comptabiliser, de comptabiliser combien on gagne si on fait telle ou telle action. Et la plateforme, elle va aussi servir à tout ça. Et on avait besoin de ce point de départ. Et il est vraiment précieux. Parce que si vous regardez là, ce qui est publié sur la plateforme de l'ADEME, on a accès à certaines données. Mais voilà, elles sont peut-être encore un peu trop hétérogènes. Et la démarche collective, ça a permis justement d'avoir des données beaucoup plus fiables. Très bien, merci. Véronique, il y a des questions pour toi. Y a-t-il un accompagnement après pour réfléchir aux actions? Et alors, je sais pas si Claire ou Véronique peuvent répondre à cette deuxième question aussi. C'est pour les deuxième et troisième vagues, combien d'établissements vont participer? Alors, pour les accompagnements, bah oui, c'est la mission d'appui qui arrive.
et qui va déployer des outils pour vous aider. Il y a voilà, il réfléchit sur les bonnes pratiques, des échanges. Nous, on continue aussi cette dynamique puisque on anime des journées thématiques sur la décarbonation. Il y en avait une la semaine dernière, justement, où on a réuni tous nos référents climat dans un objectif, encore une fois, de mutualiser les bonnes pratiques et de réfléchir à de nouvelles. Et donc, je laisserai Laureline et Colline vous parler de peut-être plus de leur accompagnement. Et puis, pour les deuxième et troisième vagues, pour l'instant, on ne peut pas vous donner de chiffres exacts puisqu'on a toujours les inscriptions qui sont ouvertes. Mais on espère beaucoup. Merci. Colline, est-ce que tu veux compléter pour la mission d'appui? Non, donc comme le disait Véronique, la mission d'appui, elle arrive en soutien pour les établissements, éventuellement en proposant des outils de sensibilisation sur tout un tas de sujets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des questions sur la transformation écologique de votre établissement, de votre entité juridique en Nouvelle-Aquitaine, vous nous contactez et nous pourrons vous orienter et vous proposer des solutions et vous permettre de projeter un petit peu votre stratégie. Très bien, merci. J'ai une question. Je pense que c'est pour Véronique et Sylvie aussi, si vous voulez. De Rénal de Bellag, quels seraient donc les éléments ou facteurs, pardon, dont il faut tenir compte pouvant faire varier un bilan carbone d'un autre? Alors là, je vais vous dire, il y en a énormément. C'est quel type de facteur d'émission on utilise, de l'unitaire ou du monétaire. Ça, c'est vraiment ce qui peut faire varier une barre d'un autre. Et puis après, c'est quelles données on va collecter. Hier, on était en réunion avec des confrères, hein. On a entendu quand même que dans certains bilans, ils ne comptaient pas les transports des usagers. Bah, effectivement, il y a la qualité. Donc, il y a les données que l'on va collecter et après la qualité de la donnée qu'on collecte. Et ça, c'est important et je vais rebondir sur la question de Thomas Poursiac. Oui, tous les postes ont été comptabilisés hein, pour tous les établissements. Sinon, on n'archivait pas sur la plateforme en fait. Ça a été vraiment, c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps en termes d'archivage sur la plateforme, puisque c'était la condition sine qua non que les postes soient tous comptabilisés. Je pense que Du coup, juste pour compléter aussi cette réponse, donc il y a effectivement la qualité des données, donc ça tu l'as très bien dit, et il y a une chose toute bête, il y a par exemple si c'est monétaire ou unitaire, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, et par exemple dans le monétaire aussi, même si on reste en monétaire, ben, l'inflation va faire augmenter artificiellement l'empreinte d'un certain poste. Donc, voilà, il y a plein de raisons et des raisons assez courantes, on va dire, pour ce qui concerne de l'inflation. Je pense que... Ah non, une dernière question. Est-ce que la plateforme permet de créer et suivre son plan d'action sur les années suivantes, oh Véronique? oui, bien sûr, la plateforme, vous pouvez à l'intérieur intégrer donc tout votre plan d'action. Et après, elle va vous calculer en fait la trajectoire. Et puis à chaque fois que vous allez réimplanter de nouvelles données hein, d'activité, elle va recalculer en fait cette trajectoire. C'est une des grosses forces de cette plateforme, hein. C'est vraiment un suivi que vous avez année après année. C'est vraiment ça le gros plus de la plateforme. Et par contre, je précise que en fait, les établissements, pour des histoires de sécurité, aussi ont accès, ne voient que leurs données. Donc c'est une même plateforme, mais tout est bien sécurisé en termes de données. Un des établissements n'a accès qu'à son profil. Je pense qu'on a fait le tour des questions et on est à l'heure. Donc du coup, on va pouvoir finir. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup aux intervenantes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous envoyer
un lien avec le replay du webinaire qui sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et pour les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, donc vous qui participez, on vous envoie aussi les supports des présentations. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.